La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du séminaire Culture sonore, la musicologue Claire Fonvielle revient sur l'histoire du label Erato et son rôle dans la redécouverte et l'interprétation des répertoires de musique baroque. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Je suis très heureuse de pouvoir présenter mon travail sur Erato et sur deux des orchestres de chambre historiques qui enregistrent pour cette maison de disques dans le cadre de ce séminaire. Et je voulais m'excuser par avance. Il y aura un moment où je reprendrai mes fiches parce que j'ai dû passer 3 heures au magasin Apple Store pour un problème d'ordinateur. Et donc, je vais essayer de m'adapter. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse des choses ou si on peut aller plus vite. Je pense que j'ai beaucoup de matière. Donc, n'hésitez pas à interagir, à participer si vous avez envie de poser des questions ou de participer. Alors le rapport entre enregistrement et musique baroque. Alors d'abord je vais commencer par une petite précision sur le terme de musique baroque, puisque musique baroque aujourd'hui, par convention, on considère que ça concerne la musique enregistrée de 1600 à 1750 à peu près, tout ce répertoire ayant en commun plus ou moins l'utilisation de la basse continue, et c'est un peu le seul point commun à tout ce répertoire-là. Nous l'appelons musique baroque aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout été le cas pendant très longtemps. En fait, cette appellation musique baroque est très récente et date finalement, de manière acceptée, de manière un peu générale, date des années 70. Donc on va parler d'une période où ce répertoire-là n'est pas appelé musique baroque. Mais pour cette présentation, maintenant nous sommes tous d'accord pour considérer cette période-là de la musique comme étant la musique baroque. Donc je l'utilise dans ce cadre-là. Donc la relation entre musique baroque et enregistrement a toujours été très très forte au XXe siècle, tout le monde le dit. Déjà, le critique américain David Hall observait en 1940 que tout au long des années 30, le phonographe a été le plus important vecteur de diffusion des musiques anciennes dans les foyers contemporains. Ce constat... est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Ce constat, cette relation entre enregistrement et musique baroque, tous les auteurs qui ont écrit à la fois sur l'histoire de l'enregistrement et sur l'histoire de la redécouverte des musiques anciennes sont tous d'accord sur ce fait-là. L'enregistrement a largement participé à la démocratisation de la musique baroque. D'un côté, le disque accélère et donne du poids au mouvement de redécouverte des musiques anciennes qui a été initié au XIXe siècle. Et d'un autre côté, l'industrie phonographique s'appuie sur ce mouvement de redécouverte de musique ancienne pour enrichir son répertoire et élargir son réseau. L'angle d'une histoire croisée entre musique baroque et entre histoire de la redécouverte de la musique ancienne et entre l'histoire de l'enregistrement est donc particulièrement pertinent. En témoigne une journée d'études qui a été organisée ici en 2016, consacrée à l'histoire de l'enregistrement de la musique baroque, dont la présentation débutait ainsi. C'est à partir des années 1970, avec la révolution dite des baroqueux, que la musique baroque a connu une médiatisation importante. Des musiciens comme Nikolaus Harnoncourt, Gustave Leonhardt ou Jean-Claude Magloire ont en effet beaucoup œuvré pour faire entendre ce genre. Mais les premières heures de l'enregistrement baroque sont bien antérieures. Les œuvres de Bach, Handel, Monteverdi ou Lully ont été gravées dès le début de l'ère phonographique et en particulier dans les années 30 et 40. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler un petit peu de cette histoire croisée de l'enregistrement et de la redécouverte des musiques anciennes, un tout petit détour historique pour comprendre dans quel cadre est créé Erato et pourquoi. Comment est-ce que cette maison de disques est née et comment est-ce qu'elle a pu développer une ligne éditoriale très particulière et ce qui a fait sa renommée. Et puis, dans un troisième temps, se pencher plus particulièrement sur les discographies raisonnées de deux orchestres qui ont enregistré pour elle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'orchestre de chambre Jean-François Paillard, fondé par Jean-François Paillard en 1953, et I Solisti Veneti, dirigé par Claudio Cimone, fondé en 1959, orchestre italien. Alors, pour commencer, à partir de quand enregistre-t-on les musiques anciennes
et plus particulièrement les musiques des XVIIe et XVIIIe siècles qu'on appelle aujourd'hui baroques. Il a fallu attendre un certain nombre de choses et que plusieurs facteurs soient propices à l'enregistrement de ce répertoire-là. Sur le plan technique, d'abord, il a fallu attendre l'invention du microphone et l'enregistrement électrique 1925. Cet enregistrement électrique améliore évidemment de manière considérable la qualité des enregistrements, puisque la musique ancienne était peu propice à l'enregistrement acoustique. Est-ce que ça vous parle, ces notions d'enregistrement acoustique, d'enregistrement électrique? C'est pas la peine que je développe ça? Ok, alors j'avance. Donc voilà, cette première révolution technologique du microphone et de l'enregistrement électrique qui permet, sur le plan sociologique, l'apparition, le développement, l'affirmation de nouvelles pratiques liées à l'enregistrement et à l'écoute de la musique enregistrée. Et notamment ce que Sophie Maisonneuve, une sociologue de la musique, appelle l'artification du disque. Alors, elle en parle dans son ouvrage « L'invention du disque, 1877-1949 ». L'artification du disque veut dire en gros que le disque va sortir de sa fonction, de son utilisation fonctionnelle ou archivistique ou en lien avec le divertissement pour être considéré de manière plus noble et pouvoir toucher le monde de l'art, de la musique dite savante et la culture de manière générale. Et cette artification du disque, elle passe par notamment une identification aux pratiques littéraires, donc notamment l'apparition d'un champ lexical propre au disque, qui est copié sur les pratiques littéraires, discographie, discothèque, discophile, disquaire, tous ces termes-là apparaissent à l'entre-deux-guerres, à la fin des années 20. Enfin, on en trouve des traces, les premières traces qu'on trouve de l'emploi de ces termes-là dans la presse, et notamment grâce à l'outil Gallica qui peut faire des recherches en plein texte dans un grand nombre de documents, et surtout la presse montre que ces termes commencent à être employés à la fin des années 20. Ça passe également par le développement d'une presse spécialisée consacrée à l'enregistrement et d'une critique discographique. À l'instar de la critique musicale qui existait auparavant. Cette critique discographique, qui nous paraît aujourd'hui complètement évidente, ne l'était pas du tout dans cette période-là. J'ai trouvé une citation d'Armand Pierral, qui était un écrivain et un critique musical, dans l'Almanach du disque en 1956, que je trouve assez rigolote, qui montre bien ça. Un critique musical aujourd'hui ne peut plus donc c'est un texte qu'il écrit en 1956. Un critique musical aujourd'hui ne peut plus se désintéresser de la musique enregistrée. Cette affirmation, qui est en passe de devenir un lieu commun, n'était pas aussi évidente il y a seulement quelques années. Nombreux sont nos confrères qui gardent le souvenir cuisant de luttes qu'ils ont dû mener pour obtenir de leur journal la place d'une chronique phonographique. Nous-mêmes, qui ne sommes pas peu fiers de figurer parmi les premiers à y avoir réussi, nous nous souvenons de la condescendance indulgente avec laquelle notre activité fut longtemps considérée. Dans la hiérarchie journalistique, la critique des disques se plaçait tout juste au-dessus de la chronique philatélique et de la rubrique de jeux d'échecs. Il reste d'ailleurs quelques journaux où cet état de choses ne s'est pas encore bien modifié, mais ils font de plus en plus figure d'attardés. On voit bien que ça a un impact très important qui entraîne de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de discuter et d'écouter et d'échanger et de valoriser des enregistrements. Alors, je vais très vite sur ces questions qui sont fondamentales. Évidemment, on pourra en reparler à la fin si on a le temps, si ça vous intéresse, sur les questions de pratiques sociologiques qui sont liées à la musique. Il y a l'ouvrage évidemment de Jonathan Stern qui est absolument passionnant. On pourra en reparler. Le troisième facteur, sur le plan musical, musicologique, cette fois-ci plus en lien avec directement la musique, c'est la naissance à cette période-là de la notion de répertoire musical et de sa patrimonialisation par le disque. Jusque dans les années 30, le répertoire discographique, alors d'abord en tant que tel, qu'est-ce qu'on enregistre? Principalement constitué d'airs d'opéra et de music hall, très peu de musique instrumentale,
Et à partir donc de l'entre-deux-guerres se met en place une double tendance, à la fois à réenregistrer le répertoire rentable, entre guillemets, et commencer une exploration systématique de répertoires inconnus, nouveaux ou peu connus, bien sûr. Et donc les premiers répertoires phonographiques, à proprement parler, apparaissent à la fin des années 20. Donc le premier... Alors, je m'excuse, je prends juste 3 minutes parce que... Enfin, 3 secondes. Parce que vous avez vu que je m'approche très, très près de mon écran, c'est parce que je n'y vois rien. Voilà. Donc en France, le premier répertoire discographique est publié par Charles Wolff. On connaît un spécialiste de ce monsieur en 1929 qui était un discophile... Et bien d'autres choses encore, écrivain, chroniqueur, résistant, un parcours d'homme assez impressionnant, et qui publie notamment ce répertoire critique du phonographe, le premier 1929 en France. Donc cette idée d'avoir un catalogue général de tout ce qui est édité apparaît à ce moment-là. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, Sophie Maisonneuve affirme que ce principe de recension exhaustive de disques est acquis. Les répertoires se multiplient et ils représentent la mise à disposition matérielle et simultanée d'un ensemble d'œuvres musicales, le reflet finalement sonore des connaissances en histoire de la musique. La dernière tendance à se développer concomitamment à tout ça, c'est le souci d'ourtexte, la volonté de respect de la partition, qu'on a tendance à dater de ce qu'on appelle aujourd'hui la pratique historiquement informée dans les années 70, mais en réalité, le souci d'ourtexte, le souci de respect de la partition est bien plus complexe que ça, et on trouve évidemment des attitudes généralisées de respect, de volonté d'enregistrer intégralement des œuvres, de respecter la partition dès le début du siècle. Et donc, les enregistrements intégraux vont petit à petit remplacer ce qui était l'apanage de la fin du 19e, début 20e siècle, des pots pourris, des arrangements et ce genre de choses. Hérité des traditions de concert du XIXe siècle, où les interprètes reprenaient volontiers des airs à la mode, etc. Donc il faut attendre tous ces facteurs-là, enregistrement électrique, artification du disque, naissance d'un répertoire musical enregistré sonore, le souci de l'ourtexte, pour qu'on ait envie d'enregistrer la musique ancienne, la musique avant Mozart, la musique encore très peu connue. Et en 1929, encore très peu enregistrée, puisque le musicologue Henri Prunière, qui était un spécialiste de musique ancienne, qui a fondé la Revue musicale, qui est une revue musicologique très importante, écrit en 1929 dans sa revue, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Voilà. On ne considère la musique ancienne que depuis Bach. Il faudra bien se décider à enregistrer les chansons polyphoniques du XVIe siècle et des airs d'opéra de Lully et de Rameau, des pièces de clavecin de Chambonnière et Couperin. Ce jour-là, tous se précipiteront en même temps sur le nouveau morceau célèbre et nous pourrons être certains d'avoir diversion du bois épais de Lully ou du rossignol amoureux de Rameau. Les éditeurs français laisseront sans doute aux Allemands l'initiative de constituer des répertoires méthodiques de musique ancienne, aussi précieux pour l'enseignement de l'histoire musicale dans les écoles qu'abondant en chefs-d'œuvre susceptibles d'intéresser le grand public. C'est donc à partir des années 30 et en réponse aux appels de musicologues de ce type-là qu'on commence à enregistrer la musique ancienne de manière un petit peu plus systématique. Évidemment, on a des enregistrements de musique baroque avant les années 30, mais c'est un phénomène général. Alors on sait à partir de quand maintenant qui s'en charge de l'enregistrement des musiques anciennes. C'est une question que s'est posée Bruno Sebald, ancien conservateur du département du service son ici à la Bibliothèque nationale, dans une communication qu'il avait intitulée « Les labels discographiques pionniers », qu'il a donnée dans le cadre de la journée d'études dont je vous ai parlé en introduction sur l'enregistrement de la musique baroque. Et dans sa communication, il parle premièrement du développement des anthologies sonores consacrées aux musiques anciennes, qui sont le pendant des anthologies de musique ancienne qu'on trouvait déjà chez les éditeurs de partitions.
Donc évidemment, hein, ce que j'ai dit au départ, l'enregistrement de la musique ancienne s'appuie sur un mouvement de redécouverte des musiques baroques, surtout en Allemagne, en Grande-Bretagne, un petit peu en France et puis un petit peu partout d'ailleurs. Et donc évidemment, ce travail était mené d'abord par des musicologues, des musicographes qui enrichissaient l'histoire de la musique, par des éditeurs, deuxièmement, qui éditaient la musique du passé, et donc volontiers sous forme d'anthologie, et puis évidemment les musiciens qui jouaient ces partitions éditées. Donc les éditeurs phonographiques reproduisent ce qui existe du côté des partitions et donc éditent des anthologies sonores, en général prises en charge par les majors. Alors évidemment, ça commence d'abord en Allemagne et puis en Angleterre, par Parlophone en 1929 et puis Columbia en 1930. En France, il faut attendre 1934, la création de l'anthologie sonore, qui est un véritable label indépendant, et qui se donne pour mission d'assumer le rôle largement éducateur que les grandes maisons d'édition de disques ne peuvent jouer que par intermittence, éditer une synthèse de la musique depuis le Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Le programme des enregistrements a été établi grâce au concours d'éminents musicologues et musicographes qui, en dehors du choix des œuvres, se sont attachés à vérifier l'authenticité des textes et à respecter dans la mesure où les indications précises le permettent, l'instrumentation originale. Donc c'est ce que je vous dis, le souci de hors-texte et de respect de la partition est déjà présent. Alors évidemment, ce souci et ce respect des partitions a une signification, donne des résultats différents en 1930 et en 1970 ou 1980, mais la volonté est déjà là. Donc ces anthologies de musique ancienne, selon le sociologue de la musique Pierre François, spécialiste de la musique baroque, sont plutôt marginales. Il écrit « La musique ancienne est enregistrée comme une curiosité dans des éditions dont le but est ouvertement pédagogique et scientifique, bien plus qu'artistique. » Effectivement, on en a la preuve puisque les récompenses de l'anthologie sonore sont données... alors oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Évidemment, autre imitation des pratiques littéraires pour l'artification du disque, ce sont les grands prix du disque, bien sûr. Au même titre qu'on donne des grands prix littéraires, on donne des grands prix du disque. Et le premier grand prix du disque en France, c'est le prix Candide, qui est décerné pour la première fois en 1931. Et donc, l'anthologie sonore reçoit un grand prix de ce prix Candide, mais c'est un prix musicologique et pas artistique. Donc, parallèlement à ces entreprises anthologiques, à partir des années 30 aussi, apparaissent plusieurs firmes de disques indépendantes et spécialisées. Leur but est de faire découvrir des inédits au disque grâce à des enregistrements de qualité. Donc on est toujours sur ce respect des œuvres, sur cette découverte, enrichissement du répertoire dans une qualité la plus optimale possible. Et ces firmes vont développer un marché sonore, un marché phonographique de la musique ancienne. Donc ils vont passer pour ça par des médiations spécifiques, des notices qui présentent les compositeurs, qui présentent les styles musicaux, les périodes ou les genres, qui donnent des courtes analyses des œuvres, qui vont donner à toujours les dates des compositeurs pour qu'on situe dans l'histoire de la musique ce qu'on écoute. Parmi ces firmes spécialisées en France, on trouve l'Oiseau Lyre, fondée en 1932, qui a la particularité de publier le premier micro-sillon français en 1949, consacré à Couperin, François Couperin. Lumen en 1932, la boîte à musique en 1934, la société d'édition de musique sacrée en 1936, qui propose des enregistrements de la musique du Vatican. C'est assez rigolo. Les discophiles français en 1940, toutes ces maisons de disques sont créées donc avant la Seconde Guerre mondiale, et puis Erato, créé en 1953, qui, d'après Bruno Sebald, 10 ans après sa création, est la maison de disques qui a le catalogue le plus fourni dans le domaine de la musique baroque. Donc Erato est créé
publie ses premiers enregistrements en 1953, mais la marque est créée en 1952. Elle fait partie des nombreuses firmes de disques indépendantes qui apparaissent après la Seconde Guerre mondiale et surtout après la naissance d'une deuxième révolution technologique, qui est la naissance du micro-sillon en 1948 aux États-Unis, qui arrive en France l'année d'après, et qui évidemment révolutionne l'enregistrement, qui permet d'enregistrer un temps de musique beaucoup plus long, dans une qualité meilleure, un support plus solide, moins cher, donc qui va toucher un public beaucoup plus large puisque tout le monde va pouvoir s'équiper, contrairement aux 78 tours qui restaient chers. Donc du côté consommation, un public beaucoup plus large, des facilités d'utilisation plus importantes, et puis du côté production, plus intéressant sur le plan technologique et aussi plus facile avec la naissance de la bande magnétique au même moment, qui permet une explosion des labels indépendants à cette période-là. Ludovic Tournès, un historien spécialiste de l'histoire du disque, écrit « Le micro-sillon va constituer le détonateur du revival baroque qui commence à partir de la fin des années 40. » Alors évidemment, qui commence même encore un peu plus tôt. Vivaldi en est un des exemples les plus frappants. Avant la Seconde Guerre mondiale, il est peu enregistré. C'est seulement à partir de 1947 que commence l'exploration systématique de son répertoire. Il en est de même pour Marc-Antoine Charpentier, peu présent sur le 78 tours et dont le micro-sillon accompagne la spectaculaire Renaissance. Si un nombre de recherches assez importantes commence à être menées sur la première période de l'histoire de l'enregistrement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y a un ouvrage très intéressant qui a été publié, notamment sur l'oiseau-lyre. Je voulais vous mettre la couverture de l'ouvrage, j'ai pas eu le temps de la chercher, je la retrouverai plus tard si ça vous intéresse. Étonnamment, peu d'études encore concernent l'histoire du disque en lien avec cette explosion permise par le micro-sillon, et notamment très peu d'études sur les maisons de disques françaises, et de manière certaine aucune étude sur la maison de disques Erato. Alors, tout de même, quand même, en dehors d'un ouvrage d'un mélomane qui s'appelle Thierry Merle, qui a écrit un ouvrage en 2004 qui s'appelle Le Miracle Erato. Alors, c'est un livre qui ne répond pas tout à fait aux critères des études universitaires, bien sûr. C'est un discours assez orienté, puisque c'est vraiment un mélomane qui a grandi avec les enregistrements de la maison de disques Erato. Ça reste tout de même un ouvrage très documenté. Thierry Merle a fait beaucoup d'entretiens avec les musiciens qui ont participé, qui ont enregistré pour Erato, les membres de la firme, etc. Donc c'est une source très importante pour l'histoire de cette firme, mais c'est pas une étude exhaustive sur cette maison. Donc partant de ce double constat que Erato serait la maison de disques qui a enregistré le plus de musique baroque en France, et pourtant on en parle très peu et on ne sait pratiquement rien de cette maison de disques, j'ai décidé de retracer l'histoire de cette marque. Comment est-ce qu'elle est née et comment est-ce qu'elle a développé sa ligne éditoriale. Parce que finalement, on entend de plus en plus dire que grâce justement à des travaux comme ceux d'Antoine Aignon ou de Jonathan Stern ou d'autres qui disent que finalement, ou en s'inspirant de Becker et le monde de l'art, quand on parle d'histoire, quand on parle de musicologie aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'histoire de la musique, mais aussi des interprètes qui jouent de la musique, mais aussi de tous les médiateurs qui vont participer au monde de la musique, qui vont créer ce monde de la musique. Et évidemment, les éditeurs de disques, les directeurs artistiques de maisons de disques en font partie, les ingénieurs du son aussi. Et donc on dit évidemment que l'enregistrement, tout le travail qui est fait sur la fabrication de disques participe au travail artistique, mais finalement on n'a pas encore beaucoup d'études qui se demandent comment précisément et pourquoi et de quelle manière et qu'est-ce qu'ils font pour ça, etc. Donc on dit évidemment ça participe, mais on rentre assez peu souvent dans les détails. Donc comment est-ce que Erato, par la constitution d'une ligne éditoriale, va participer à ce monde de la redécouverte de la musique baroque en France? C'est la question que je me suis posée. Alors, pour retracer la naissance et la constitution et le développement de la ligne éditoriale de cette firme, je me suis appuyée sur plusieurs sources. Quelle heure il est? Si je ne vais pas assez 19h, j'ai encore du temps. Donc, pour
Pour faire ce travail-là, je me suis appuyée sur plusieurs sources, dont la plupart sont conservées au département, au service son du département de l'audiovisuel de la BNF. Autre chose, évidemment, que je n'ai pas dit dans toute cette période je fais des sauts, excusez-moi, hein, j'oublie des choses. Dans cette période de l'entre-deux-guerres très importante pour la fixation de pratiques sociales liées au disque, l'artification du disque, on a dit, le souci de l'urtex, etc. Et évidemment, il y a le côté institutionnel, le pendant institutionnel de cette chose-là, c'est la création de la Phonothèque nationale en 1938, qui est l'ancêtre du service son du département de l'audiovisuel de la BNF, et le dépôt légal des enregistrements qui n'arrive que finalement à la fin des années 30. Donc c'est vraiment petit à petit des choses qui se mettent en place, mais assez tardivement et finalement, et paradoxalement assez tôt, bref. Il y a des catalogues d'Erato, des catalogues de cette firme de disques. Le premier que j'ai pu consulter date de 1956, donc 3 ans après la création de la maison de disques. Donc vous en voyez là, je vous ai mis plusieurs photos de couverture de ces catalogues-là, donc des années 50 jusqu'aux années 80. Ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des feuillets de nouveautés qui sont publiés par Erato à destination des professionnels, donc pour annoncer toutes les nouveautés, à la fois de parution des disques, mais aussi des actualités des interprètes, les concerts qu'ils donnent, les récompenses qu'ils obtiennent, ce genre de choses. Mais aussi des entretiens filmés, sonores, des entretiens retranscrits dans la presse, à la télévision, et puis des entretiens que j'ai menés moi-même avec principalement les 2 chefs d'orchestre, mais aussi des musiciens qui ont joué pour eux. Et puis je me suis aussi beaucoup appuyée sur le dépouillement de périodiques, et en particulier le dépouillement systématique de la revue Diapason, qui a tout au long de son revue disque et Diapason, donc sur toute la période d'existence d'Erato, puisque ces journaux, d'une manière ou d'une autre, ont toujours une rubrique qui est destinée à l'actualité des maisons de disques, et de cette manière-là, on peut suivre les différentes étapes de rachat, de changement de directeur, ce genre de choses. Donc la naissance de la marque Erato. Elle arrive en 1952, et Erato est créé par Philippe Loury. Philippe Loury, né en 1912, mort en 1990, succède à son beau-père Lucien Delacour à la tête des éditions Costala en 1948. Éditions Costala, éditeur de partitions. Quand il devient directeur des éditions Costala, il veut attirer plus d'acheteurs dans son magasin et donc il décide de vendre des disques. C'est un pari réussi. Donc c'est ce que vous voyez là, une publicité dans l'almanach du disque 1952, Costala Disque, vente de disques dans la boutique. Et sa boutique devient un lieu fréquenté par les mélomanes. Cette même année-là, 1952, il reçoit la visite d'André Charlin. Est-ce que vous avez tous entendu parler d'André Charlin ou pas du tout ? Pas du tout. André Charlin est un ingénieur du son qui a beaucoup acté pour importer le micro-sillon en France. Et donc au départ, c'était pratiquement, je ne voudrais pas dire le seul ou le premier, parce qu'il faut toujours être vigilant avec ça, mais il était un des plus, voire le plus important ingénieur du son à enregistrer des micro-sillons au début en France, et donc il a travaillé avec beaucoup de maisons de disques indépendantes, et c'est lui qui faisait les enregistrements. C'était lui l'ingénieur du son qui a enregistré tous les enregistrements durant cette période-là. Et donc il a démarché beaucoup d'éditeurs comme ça pour proposer cette nouvelle technologie qu'est le micro-sillon. Et donc il a convaincu Philippe Loury, qui a tout de suite compris l'intérêt de ce progrès technologique et qui a voulu enregistrer des disques. Sauf qu'il n'avait pas du tout les moyens de le faire au départ. Donc il s'est dit, il a proposé à plusieurs maisons de disques existantes de publier en micro-sillon, en 33 tours, des enregistrements qui existaient déjà en 78 tours, sous licence. Donc il essaye de contacter plusieurs firmes et c'est la Haydn Society qui répond positivement. Et donc Erato, les premières publications d'Erato en disque sont des licences de la Haydn Society de 78 tours qui sont rééditées en 33 tours.
Donc on voit cette publicité dans la presse en 1952. Donc vous voyez, Costal-à-Disc, spécialiste du micro-sillon, vient de s'assurer par contrat les enregistrements les plus prestigieux de la célèbre compagnie américaine Haydn Society Boston. Ceux-ci paraîtront prochainement sous l'étiquette Erato. Et donc le premier enregistrement est le Don Juan Don Giovanni de Mozart. Et on peut lire dessus opéra, version originale en, on aurait presque envie de rajouter, seulement 3 volumes. Puisqu'en 78 tours, évidemment, c'était beaucoup plus. Comment ? Donc, parallèlement à ces rééditions sous licence, Philippe Laury a envie de produire des enregistrements propres. Et donc, le premier enregistrement, enregistré par Philippe Laury et Erato, c'est le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier avec Louis Martini, qui est le directeur de la Chorale des Jeunesses musicales de France, qui est une association d'éducation populaire qui démocratise la musique auprès des jeunes et qui est très populaire à cette période-là. Donc, Louis Martini a le financement, il veut enregistrer le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier avec sa chorale, mais il n'a pas d'éditeur. Il propose à Philippe Laury qui accepte. Le disque est enregistré en 1953 avec l'Orchestre des Concerts L'Amoureux. André Charlin en assure la prise de son. Et il obtient immédiatement le grand prix du disque de l'Académie du disque français, et il assure un disque extrêmement prometteur à la firme, puisqu'il est utilisé dès 1954 comme générique de l'Eurovision. Alors donc il y a une petite vidéo de Philippe Laury que vous voyez là, qui explique comment ce premier enregistrement de Marc-Antoine Charpentier, qui n'était pas le compositeur le plus en vogue à cette époque-là, va lancer finalement la carrière d'Erato. Alors. L'enregistrement du Te Deum de Charpentier, réalisé en janvier 1953, a joué un très grand rôle dans la suite, parce que le succès remporté par cette œuvre totalement inconnue la veille a été très remarqué, bien entendu, ça c'est sûr. Et tout de suite, chacun, parmi mes grands collègues, s'est gratté l'occiput en disant « Diable, mais alors on peut faire autre chose que la 5e symphonie et que ça se vende ?» 20 ans plus tard... Voilà, donc ce disque-là est aussi à l'origine de la rencontre entre Philippe Laury et Michel Garcin. Qu'est-ce qu'il y a, Omer ? Donc Michel Garcin va être le directeur artistique d'Erato pendant 40 ans. Et Michel Garcin étudie au Conservatoire de Paris, note beaucoup de disciplines, mais notamment l'histoire de la musique avec Norbert Dufourcq. Norbert Dufourcq, qui était le professeur d'histoire de la musique du Conservatoire, qui était un grand musicologue, spécialiste de la musique qu'il appelait classique de l'Ancien Régime français, et qui a transmis son amour pour la musique des XVIIe et XVIIIe siècles françaises à beaucoup de ses étudiants, notamment Michel Garcin. Il devient professeur d'histoire de la musique à l'école César Franck et il est membre d'un club de disques qui s'appelle le Club des discophiles de Paris, notamment aux côtés de Norbert Dufourcq, d'André Charlin, dont je vous ai parlé, l'ingénieur du son, Armand Panigel, membre de l'Académie Charles-Cros et bien d'autres. Ce club est fondé lui aussi en 1952, c'était un moment vraiment d'émulation par rapport à ça, sous le nom des discophiles des 4 vents. Et donc, c'est un club de disques comme il y en a beaucoup à cette époque, qui a pour objectif de faire entendre des disques, de faire des comparaisons de versions, de débattre des enregistrements. Mais il se donne aussi pour but de produire des enregistrements propres. Donc, cette seconde tâche est confiée à Michel Garcin, qu'on peut entendre dans la même... L'année en arrière, en 1952, le catalogue était moins riche qu'il n'est maintenant. Le micro-sillon commençait à faire son apparition et ce club des discophiles trouvait inconcevable qu'on ne trouve pas telle et telle œuvre au catalogue et a pensé donc faire réaliser ces disques.
et ils m'ont confié donc la responsabilité artistique, si vous voulez, de cette collection. Et c'est ainsi qu'en 1953, eh bien, après de nombreuses tractations, après de nombreux essais, nous avons fait des enregistrements d'essais un peu partout avec Jean-François Paillard, eh bien, nous avons dit, nous sommes prêts, et mon Dieu, nous pouvons réaliser le premier disque. Et là-dessus, il est parti à la recherche d'un éditeur, et il a trouvé Philippe Loury, le directeur d'Erato. Et donc vous avez vu Michel Garcin et Jean-François Paillard. Alors, toute cette histoire ressemble à un concours de circonstances miraculeux, de gens qui se rencontrent et qui vont travailler ensemble pendant plusieurs décennies. Il se trouve que Michel Garcin a été étudiant légèrement plus tôt que Jean-François Paillard dans la classe de Norbert Dufourcq. Jean-François Paillard étudie également au Conservatoire de Paris l'histoire de la musique avec Norbert Dufourcq et prend des cours particuliers avec Michel Garcin. Donc ils se connaissent très bien. Et Jean-François Paillard, durant ses études et au-delà, va mener des recherches en bibliothèque, va découvrir des partitions, des manuscrits qu'il va photographier, etc. Et il y a un moment où il aura envie d'entendre ses découvertes, et donc avec quelques collègues musiciens, ils vont déchiffrer des choses. Ça va se passer pendant son service militaire. Donc Jean-François Paillard est embauché comme tubiste à la garde républicaine, et pendant leurs heures de pause, ils vont déchiffrer les partitions qu'ils ramènent. Ils vont faire entendre ça à Michel Garcin, qui va dire « c'est génial, ça tombe bien, on doit enregistrer des choses ». Voilà. Donc tout ça va donner le premier enregistrement, enfin le deuxième enregistrement propre d'Erato, le premier qui paraît dans la collection des discophiles de Paris, le premier qui est dirigé par Michel Garcin, et le premier de Jean-François Paillard pour Erato, qui est consacré à la musique française du XVIIIe siècle, et qui contient des œuvres de, alors je vois plus bien, Nodot, Leclerc, Bois-Mortier, et c'est tout. Alors là, j'ai une citation, mais elle est peut-être un peu longue, de Norbert Dufourcq, qui présente l'intérêt de la collection dans la presse. Donc il y a vraiment beaucoup de bruit autour de cette nouvelle collection du Club des discophiles, qui est éditée chez Erato. Michel Garcin va vouloir continuer, Philippe Loury aussi. Philippe Loury engage Michel Garcin comme directeur artistique de la maison de disques Erato. Il le restera... sur la photo, vous voyez Philippe Loury, sa femme et Michel Garcin. Et donc Michel Garcin va développer un catalogue très innovant, va enregistrer beaucoup d'inédits, va travailler beaucoup avec des gens qui s'intéressent à ce répertoire-là, axé principalement sur plusieurs choses: la musique française, ancienne comme contemporaine, la musique de chambre, la musique concertante, et il réunit une équipe d'artistes très soudés. Donc, le premier artiste auquel il fait appel, c'est Jean-François Paillard. Le deuxième est Maurice André, avec qui il étudie aussi au conservatoire. Le trompettiste, bien sûr, qui deviendra très célèbre. Marie-Claire Alain, l'organiste, qui est la principale organiste d'Erato. Et bien d'autres, Jean-Pierre Rampal et d'autres dont il sera question juste après. Cette équipe va travailler ensemble pendant plusieurs décennies. Et c'est très important pour Michel Garcin de constituer une équipe, beaucoup de témoignages. On reviendra sur cette question-là juste après. C'est pour ça que dans mon organisation, j'étais un petit peu perdue. Michel Garcin va vraiment faire en sorte de souder une équipe d'interprètes, d'artistes qui vont jouer ensemble. Ça paraît particulièrement important chez Erato, ça l'est forcément dans d'autres maisons de disques aussi, bien sûr. Mais par exemple, Michel Garcin, dans un entretien qu'il a passé à l'émission Radioscopie, parle de ce travail-là, et ainsi sur cette question. La collaboration pour moi avec des interprètes avec lesquels il n'y aurait pas une sorte de communion, d'entente, peut-être même, j'ose le dire, d'amitié, cette collaboration ne serait pas possible. Ce que nous devons faire, c'est mettre l'interprète dans les meilleures conditions possibles, c'est créer autour de lui un climat psychologique agréable dans lequel il pourra donner le meilleur de lui-même. Et c'est là où la confiance doit régner, parce qu'il est certain qu'un interprète ne peut pas sans arrêt jouer une note, venir voir ce que donne cette note, et puis recommencer. Il faut qu'il ait confiance.
Ce travail de meneur d'hommes est salué par tous les interprètes qui enregistrent pour lui. Il est récompensé lui-même à plusieurs reprises. Il reçoit le diplôme d'honneur au prix mondial du disque de Montreux en 1975, décerné à une personnalité ayant fait progresser l'art du disque, ainsi qu'une médaille d'or de la SACEM en 83. Donc c'est vraiment une personnalité très forte qui a réussi à défendre et à constituer presque tout seul cette ligne éditoriale d'Erato. Presque tout seul, avec évidemment tous les musiciens et Philippe Laury. Je vous propose de balayer maintenant rapidement un panorama général et la place d'Erato dans le marché phonographique français pour savoir un peu où se situe Erato par rapport aux autres maisons de disques, notamment aux majors et aux autres maisons indépendantes. En 20 ans, donc pour voir aussi si effectivement Erato a le catalogue de musique ancienne le plus important, c'est difficile à dire. Donc j'ai voulu un peu situer Erato par rapport aux autres quand même, avant de rentrer dans le détail. Pour le 25e anniversaire de la firme, un feuillet de nouveautés envoyé aux professionnels relate la chose suivante. En 25 ans, Erato a produit 1400 enregistrements, soit 5 par mois et 60 par an. Il faut être du métier pour savoir ce que cela représente. 160 grands prix du disque, le plus important catalogue de Bach et de Vivaldi, 600 partitions de musique française gravées sur disque, 211 premiers enregistrements mondiaux, 148 partitions de musique contemporaine. Michel Garcin recevant à Montreux le diplôme d'honneur pour service rendu à l'art du disque. Le festival annuel Erato à Villevieille, dans le Gard. Donc là, on a des chiffres qui montrent cette importance du catalogue développé en 25 ans. Et puis, le journal Diapason, entre 76 et 79, a publié un hit parade des éditeurs et propose un classement des firmes de disques par nombre de nouveautés produites par an, qui reflète selon eux à 3% près la production classique globale en France. Donc voilà, là on n'y voit rien, vous y voyez sans doute rien du tout. Grosso modo, Erato occupe la 5e ou 6e place selon les années, derrière les filiales françaises des majors Pathé Marconi, EMI, Decca, Philips, Deutsche Grammophon, puis CBS. Donc c'est la première maison de disques indépendante française en termes de nouveautés par an, et le premier faiseur de disques en France, selon le journaliste Georges Cherrière, qui édite ce hit parade chez Diapason. On voit un autre graphique, donc là c'est pareil, vous n'y voyez pas grand-chose. Est-ce que ma souris, vous la voyez là? Oui. Ouais. Alors Erato, j'y vois rien moi-même. Erato est là, ici. Donc c'est une carte de positionnement des éditeurs phonographiques en France. Voilà, qu'est-ce qui fait tourner le disque classique dans un ouvrage édité en 99. Donc Erato, on n'y voit pas grand-chose, mais la taille du rond indique qu'il fait partie des 30 éditeurs ayant commercialisé plus de 25 disques dans l'année. Et donc il se positionne, vous voyez, sur la flèche 2, sur un pôle innovant avec 85% de nouveautés pour 15% de réédition. Donc majoritairement grâce à ses enregistrements de musique baroque. Ça pour montrer un peu l'important. Pardon ? 1999. Et donc, alors évidemment, on va pas analyser l'ensemble de la production d'Erato. Je vois déjà qu'il est un petit peu tard, ce serait beaucoup trop pénible. Mais en parcourant les différents catalogues d'année en année, on peut vraiment mesurer comment est-ce qu'on construit une ligne éditoriale et comment est-ce que celle d'Erato a été menée. Donc je commence par une citation de Denis Verhulst, qui est un flûtiste spécialiste de Jean-Pierre Rampal et qui donc, par son travail sur Jean-Pierre Rampal, a beaucoup travaillé sur la maison de disques Erato et qui a réédité notamment un coffret de tous les enregistrements de Jean-Pierre Rampal chez Erato et qui écrit dans le livret « La ligne
ligne éditoriale d'Erato joua elle aussi un rôle très important en faisant la part belle au concept de collection, élément que développa la marque de façon la plus magistrale qui soit, avec une classification suivant les répertoires, richesse du baroque instrumental, Mozart et son temps, musique de notre temps, les instruments, florilège de la guitare, etc., les interprètes, grands virtuoses, ou encore les lieux et l'histoire, châteaux et cathédrales. Donc on va revenir sur certaines d'entre elles. Une telle organisation ajouta au catalogue général une exploration structurée du répertoire, une adaptation idéale aux multiples opportunités et une visibilité des artistes sans cesse renouvelée. Donc le premier catalogue, 1956, est assez modeste. On trouve encore des anthologies, le Larousse de la musique, Histoire de la musique, avec des commentaires musicologiques. Quelques enregistrements de folklore, des Noëls, quelques disques de variété, mais surtout de la musique académique. D'ailleurs, la variété va disparaître assez rapidement dans les années 60. La première collection à apparaître est une collection économique, il s'agit de Fiori Musicali, une collection de disques de 25 cm, toujours représentée avec ce visuel et la signature du compositeur. Donc on retrouve la médiation graphique du marché de musique ancienne, signature, date, au dos évidemment des notices qui présentent une rapide analyse de l'œuvre, etc., etc. Fiori Musicali, à cette période-là, est une collection, donc elle est présentée comme ça sur les catalogues. La collection Fiori Musicali, exclusivement composée d'enregistrements originaux de haute qualité et publiée en format 25 cm et en catégorie standard. Beaucoup obtiennent des grands prix. Et c'est seulement plus tard qu'elle va permettre à la firme de faire des premières rééditions. Mais au départ, c'est une collection d'enregistrements originaux. Et puis, donc elle est, je suis un peu fatiguée. La collection Fiori Musicali apparaît en 1957 et 2 ans plus tard, le pendant de cette collection va être une collection de luxe qui s'appelle Erato Jardin des Arts. Qui ressemble à ça, donc une présentation plus traditionnelle avec une représentation de tableau. Le préfixe EJA, rencontré au cours de la lecture du présent additif en 1959, désigne un numéro de la collection de luxe relié Erato Jardin des Arts avec un livret numéroté, tirage limité, avec une plaquette illustrée publiée sous la signature de personnalités importantes du monde musical et littéraire. De manière surprenante, la collection principale de la maison de disques n'est présentée dans les catalogues qu'en 1962. Donc on peut lire ça. La grande collection Erato 30 cm artistique constitue le corps principal du catalogue. Elle est caractérisée par ses enregistrements originaux et fréquemment par ses premiers enregistrements mondiaux. Elle est référencée dans le présent catalogue, etc. Donc petit à petit, des textes dans les catalogues présentent la collection qui se met en place. Une collection économique, une collection de luxe, une collection principale qui valorise de plus en plus les enregistrements inédits. Et puis, à partir des années 60, apparaissent des sections par genre, musique instrumentale, piano, musique d'orchestre, concerto, et la collection Joyaux de la musique française. Se voulant avant tout éditeur français, Erato s'attacha tout naturellement à promouvoir des chefs-d'œuvre souvent inconnus ou fort peu enregistrés de notre patrimoine ancien, classique, romantique, moderne, qu'il s'agisse de musique sacrée, telle que ce Te Deum de Marc-Antoine Charpentier devenu si célèbre, qu'il est depuis longtemps l'indicatif de l'Eurovision, de l'intégrale d'orgue César Franck ou du Requiem de Gabriel Fauré ou encore de la musique profane, etc. Je vais après les 3 petits points. Il y a là un recueil de joyaux de la musique française qui pourra, au fur et à mesure des années, devenir un instrument très complet de musicologie vivante. C'est le souhait de tout amateur curieux de notre patrimoine. Donc là, petit à petit, de plus en plus, se définit la ligne principale éditoriale d'Erato. On est en 1966. Une autre collection qui rencontre beaucoup de succès, la collection Châteaux et Cathédrales. Son but est d'ancrer vraiment le répertoire préclassique européen dans son contexte historique. Donc à chaque lieu va être associé à un répertoire qui a été créé dans ce lieu, un enregistrement Versailles avec toute la musique qui se passe à Versailles, un enregistrement dans d'autres châteaux. Et donc pas seulement en Europe, mais pratiquement tous les châteaux et cathédrales enregistrés pour des lieux français le sont par l'orchestre de chambre Jean-François Paillard.
Est-ce que vous voulez qu'à chaque fois on lise? À chaque fois, je vous ai mis le petit texte de présentation de la collection. On avance? Oui, on avance. N'hésitez pas à me dire s'il faut redynamiser, si je deviens, s'il faut qu'on se réveille un petit peu. Voilà. Donc, une autre collection très importante est la richesse du baroque instrumental. Une autre collection très importante d'Erato. Et alors, le texte, là encore, est très long. On ne va pas tout lire du tout. Simplement, elle reflète la difficulté de termes de baroque. Donc là, on est en 1966-67. Donc on utilise déjà le mot baroque, mais en commençant par, au sens premier, le mot baroque signifie bizarre, asymétrique. Parce que tout ce répertoire de Louis XIV ne pouvait pas être baroque, bizarre. Il devait être classique, comme le château. Donc voilà, donc il y a toute cette difficulté de définition, je le dis très rapidement, mais évidemment l'opposition classique-baroque est au cœur des grandes polémiques esthétiques qui dépassent la musique. Et donc en gros, à la fin de cette présentation de la collection baroque instrumentale, en guillemets en bas, le mérite majeur de ce catalogue est précisément d'avoir contribué plus qu'aucun autre peut-être en France à faire connaître quantité d'œuvres de compositeurs de style baroque, le plus haut en couleur. Donc toujours affirmer ce rôle très important dans la redécouverte de la musique baroque en France. Erato subit un premier rachat en 1980 par la firme Gaumont. Donc là, ce rachat est relayé dans le journal de 20h d'Antenne 2. La présentatrice, j'ai voulu vous faire des montages vidéo et puis j'ai pas eu le temps à cause de mon passage chez Apple cet après-midi. Donc la présentation précise qu'en 1980, actuellement, Erato vend chaque année 2 500 000 disques. Près de 2/3 à l'étranger. C'est pour la France la 3e firme de musique classique. Donc là, on monte encore dans le classement. Malgré cela, et malgré 25% des actions vendues aux Américains à RCA, la maison manquait de disponibilité pour se maintenir et se développer. La société Gaumont, en rachetant Erato, veut en faire la rivale des plus grandes, élargir le catalogue et exporter davantage. Pardon. Alors, racheté par Gaumont, donc c'est à partir de là que je reprends mes petites fiches. Je suis désolée. Le rachat par Gaumont, Philippe Loury est remplacé par Daniel Toscan du Plantier, 1980. Sur le plan éditorial, cette période correspond à une remise en question, esthétique. Michel Garcin est encore directeur artistique et il veut suivre évidemment le mouvement d'interprétation du répertoire ancien, historiquement informé, l'intérêt de plus en plus grand accordé aux instruments anciens, évidemment, avec les nouveaux interprètes qui apparaissent. Ce renouvellement va entraîner le départ de l'équipe fondatrice. Jean-François Paillard fait son dernier enregistrement pour Erato en 1984, Claudio Scimone en 1989, Maurice André, Jean-Pierre Rampal partent aussi. La seule qui reste jusqu'à la fin de l'histoire d'Erato, c'est Marie-Claire Alain, qui renouvelle aussi ses interprétations sur les orgues historiques. Donc, départ de l'équipe fondatrice et puis évidemment signature de nouveaux artistes comme Scott Ross, John Elliott Gardiner, Tom Koopman, Minkowski. Donc vraiment un renouvellement esthétique, des nouveaux artistes qui enregistrent différemment le répertoire baroque. Michel Garcin reste officiellement directeur artistique jusqu'en 1993. Entre-temps, Frédéric Zischler remplace Daniel Toscan du Plantier à la direction d'Erato en 1985. Michel Garcin se fait de plus en plus remplacer et se fait de plus en plus assister et il sera remplacé par Pascal Dumay en 1993, puis Martin Sauer en 1995. Je fais rapidement une parenthèse sur les ingénieurs du son qui travaillent pour Erato. Sur l'ensemble de la période, on sait assez peu de choses sur eux. Après André Charlin, au tout début, deux ingénieurs du son prennent sa suite, Daniel Madeleine et Guy Laporte. Guy Laporte qui est enseignant au Conservatoire de Paris dans la classe qui est dans la classe d'ingénierie du son qui est très très importante et qui est peut-être la meilleure classe dans ce domaine-là en France.
Ils sont, eux, succédés par Peter Vilmos, Pierre Lavoie, Yolanta Scoura dans les années 70, suivis à partir des années 80 par Jean Châteauret, qui est aussi professeur dans la classe du CNSM. Donc ce sont vraiment des ingénieurs du son très compétents. Et puis avec Michel Garcin, ils, à chacun à leur manière, mais ils constituent un son erato qu'on pourrait... Oui ? Non seulement était directeur artistique de la collection, mais réalisait la direction artistique de chaque enregistrement. Bien sûr. Non, mais ça n'a pas été précisé, et c'est assez rare dans l'ensemble des labels français, parce que tous les concurrents, que ce soit Astrée, Harmonia Mundi, etc., avaient des directeurs artistiques qui n'étaient pas du tout des musiciens. Oui, bien sûr. C'est très important, parce que ça articule complètement le contenu des programmes et la manière dont ils sont réalisés. Vous avez raison, merci. C'est vrai que c'est une chose que je n'ai pas précisée, qui me paraissait peut-être évidente. Vous avez raison, merci. Donc effectivement, Michel Garcin, c'est ce qu'il disait en expliquant son métier, c'est que lui vérifiait chaque note. Effectivement, tous les musiciens qui travaillent avec lui savent à quel point il est rigoureux, à quel point il ne laisse rien passer, et en même temps, il sait créer ce climat de confiance avec eux. Donc c'est vraiment lui qui est derrière chaque enregistrement en cabine, qui écoute, qui valide, qui fait ce travail-là. Oui, oui, bien sûr. Et donc, il s'entoure de ces ingénieurs du son pour constituer ce son erato qui est en général, alors je ne suis pas du tout ingénieur du son et je n'irai pas plus dans les détails que ça, mais qui cherche à avoir une prise plutôt générale, plutôt assez éloignée pour essayer d'avoir un son, entre guillemets, le plus naturel possible et essayer de rendre le mouvement d'après certains qui ont travaillé avec lui. Voilà pour cette petite parenthèse des gens, effectivement, qui participent à la constitution de ces enregistrements-là. Avec le rachat par Gaumont d'Erato, une grande partie, 49% du capital est racheté par RCA, qui est le distributeur de la firme. RCA est racheté par BMG. À partir de ce moment-là, il y a des démêlés judiciaires entre Erato, en 1989, des démêlés judiciaires entre Erato et BMG. Ce qui fait que Erato va aller chercher un nouveau contrat de distribution chez Warner. Donc en 1990, Warner devient le distributeur officiel d'Erato. C'est une période où il y a encore des créations de nouvelles collections, Libretto pour la musique lyrique, Musifrance pour la musique française, cette fois-ci tous azimuts, plus de distinction. Alors, évidemment, les discours de Zischler, ça n'aura aucun impact sur le travail d'Erato. Bon, il se trouve qu'à peine quelques mois plus tard, Warner rachète intégralement le capital d'Erato. Zischler reste à la tête de la filiale. Bon, ça, on peut passer. L'impact de ce rachat par Warner, c'est que... la firme ne peut plus rester essentiellement centrée sur le patrimoine français. Ce n'est plus au cœur de sa politique éditoriale. Alors là, on a une citation intéressante de Frédéric Zischler qui explique ça. Notre politique éditoriale, donc là on est en 1994, notre politique éditoriale à l'égard des différents répertoires, français, allemand, italien, russe, etc., est celle de l'équilibre dans un marché de plus en plus envahi. Les raretés ne sont plus l'apanage d'Erato, tout le monde s'y intéresse et il faut compter avec le star system qui fait partie du monde dans lequel on vit. On est obligé d'avoir des réflexes de politique artistique différents de ceux qui étaient courants autrefois. Malgré la période très difficile pour l'ensemble de l'industrie du disque à la fin des années 90, Erato réussit à signer avec de nouveaux interprètes, Daniel Barenboim, William Christie, Vadim Repin, Hélène Grimaud, donc à continuer évidemment d'enregistrer de nouvelles choses et tout en rééditant largement le catalogue historique. Création de beaucoup de collections de réédition, Bonsaï, Erato Collection, Âge d'or du baroque, Les charmes du hautbois, etc., etc. Malheureusement, cela ne suffit pas. La filiale de Warner est fermée en 2001. L'affaire est relatée dans la presse
C'est une longue et riche page. Alors évidemment, il n'y a pas que Erato dans la situation. C'est une longue et riche page de l'histoire du disque classique française pour Erato, allemande pour Teldec, qui sera tournée à la fin du mois de mai. Le groupe Warner Music International, basé à New York, a en effet décidé d'une restructuration significative de sa division Warner Classic International, installée sur les rives de la Tamise. Conséquence directe, la multinationale londonienne va fermer les sièges historiques de ses 2 plus prestigieuses filiales en Europe continentale, respectivement situées à Paris et à Hambourg. Les labels Erato et Teldec vont pouvoir perdurer sous leur nom propre, conserver artistes et catalogues, mais seront désormais dirigés par une même entité centrale, artistique et marketing. Donc évidemment, Erato continue. Et alors, une nouvelle histoire a commencé en 2013 avec le rachat par Warner d'EMI, enfin des catalogues classiques d'EMI et de Virgin qui ont été réédités sous l'étiquette Erato. Donc évidemment, le nom, le label continue d'exister de manière différente. Pour souligner encore une fois cette relation entre Michel Garcin, qui est un vrai musicien avec une formation musicologique chez Michel Norbert Dufour, qui a su constituer cette ligne éditoriale spécialisée. J'ai une autre citation de Denis Verroust, toujours dans son livret Jean-Pierre Rampal, qui insiste sur cette relation qu'il entretient avec ses musiciens. Les liens unissant les artistes à leur maison de disques représentent un aspect à part entière de l'histoire de la musique à plusieurs titres, façonnant les carrières, soutenant les initiatives personnelles et exerçant une influence directe sur le public, tant par un rapprochement plus fréquent et plus concret avec le musicien que par la réussite commerciale d'un label. Dans le cas d'Erato, ces liens eurent une importance toute particulière, mais avec la dimension supérieure encore d'une aventure artistique et humaine comme il en est peu. En effet, bien au-delà des relations professionnelles habituelles entre producteurs et artistes, Erato s'est surtout construit sur une entente exceptionnelle entre toute une équipe de passionnés, partageant les mêmes évidences. Faire de la musique était affaire d'amitié, la découvrir et la révéler, affaire d'enthousiasme, la partager, affaire de cœur. C'est très joliment dit. Donc c'est aussi en ça que le rôle d'une maison de disques et d'un directeur artistique et des ingénieurs du son est extrêmement importante dans l'histoire de l'enregistrement. Si on se reconcentre, quelle heure il est ? 36. Alors on va passer très vite. En se reconcentrant sur cette première période avant le rachat de Gaumont, 1980, les artistes, par ordre décroissant de vente, les plus rentables pour la maison de disques sont Jean-François Paillard, Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Claudio Scimone, Marie-Claire Alain, Michel Corboz. Selon Thierry Merle, Le Miracle Erato, le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il se trouve que moi j'ai étudié de manière un peu approfondie les discographies des deux chefs d'orchestre de cette liste-là, Jean-François Paillard et Claudio Scimone. Ces deux chefs d'orchestre sont des chefs érudits, des chefs musicologues. Donc Jean-François Paillard, je vous en ai parlé tout à l'heure, étudie au Conservatoire de Paris, est membre de la Société française de musicologie à partir de 1953. Claudio Scimone a un parcours un petit peu plus classique. Il étudie la composition et la direction d'orchestre. Je me transforme en Speedy Gonzalez pour avancer très vite. La composition, la direction d'orchestre, d'abord au Conservatoire de Padoue. Il est de Padoue. Il est né en 1934. Jean-François Paillard est né en 1928 à Padoue, et ensuite au Conservatoire de Milan avec Antonino Votto qui était le grand professeur de direction d'orchestre. Ça ne l'empêche pas lui aussi d'être un érudit, un universitaire. Donc Jean-François Paillard obtient une licence de mathématiques, ce qui est encore assez rare à la sortie de la guerre. Claudio Scimone obtient des diplômes en droit et il entretiendra une relation très privilégiée avec l'université de Padoue toute sa vie et il deviendra docteur honoris causa en 2012 en droit. Professeur docteur honoris causa en droit. Ces deux chefs entretiennent une relation très étroite avec la musicologie, avec les musicologues. Jean-François Paillard lui-même fait partie de la Société française de musicologie, publie beaucoup de textes. Claudio Scimone se rapproche d'éminents musicologues comme Peter Riom, notamment le spécialiste de Vivaldi. Ils éditent tous les deux alors plus ou moins, et on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ils publient beaucoup de textes sur la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils éditent beaucoup de partitions modernes. Ils éditent des facsimilés, mais aussi des traités de cette époque-là.
et surtout, du côté italien, beaucoup de catalogues de compositeurs. Donc les catalogues de compositeurs, c'est très important puisque c'est là où on a toute la liste des œuvres qui ont été écrites par un compositeur. Donc c'est vraiment un apport à la musicologie. Jean-François Paillard fonde son orchestre en 1953 sous le nom d'Ensemble instrumental Jean-Marie Leclerc, ce qui souligne encore sa volonté de défendre le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Et tout de suite, il enregistre son premier disque. C'est un disque qui lance sa carrière. Il aura pratiquement un rôle d'orchestre de firme dès le départ, puisqu'il a des contrats très rapidement d'exclusivité de plusieurs disques par an pour Erato, qui construit sa ligne éditoriale, qui a besoin d'être nourri des recherches du chef Jean-François Paillard, qui va chercher des manuscrits en Italie, en Allemagne, en France, etc. Et donc, enregistre beaucoup. C'est un orchestre qui fait beaucoup plus de disques que de concerts au début de sa carrière. Contrairement à l'orchestre italien, I Solisti Veneti, donc fondé par Claudio Scimone en 1959, donc quelques années après, qui de fait a déjà une renommée internationale quand ils enregistrent leur premier disque pour Erato. À cette période-là, Michel Garcin essaye d'enregistrer la musique française avec un orchestre français, la musique germanique, alors j'en parlerai pas du tout, on n'aura pas le temps, mais avec des orchestres allemands, et puis la musique italienne, il cherche un orchestre italien pour être sans doute plus à même d'enregistrer la musique italienne. Et donc, le premier disque avec I Solisti Veneti est enregistré en 1966. Il s'agit de l'intégrale des concertos pour flûte de Vivaldi avec Jean-Pierre Rampal. Donc Claudio Scimone se rappelle très bien de l'appel de Michel Garcin. J'aurais voulu vous le faire entendre avec sa voix parce qu'il parle merveilleusement bien français, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage. Nous avons eu la veine, avant tout, d'avoir connu Erato et Michel Garcin. Donc c'est dans un entretien que j'ai fait avec lui, Claudio Scimone, en 2014. Je me suis mariée en 1965 et j'avais fait un voyage de noces en Afrique. Alors je rentre de voyage de noces. J'étais assez fatiguée d'ailleurs parce que nous avons fait un bon voyage et j'entends le téléphone sonner. J'entends Michel Garcin qui me dit « J'ai beaucoup entendu parler de vous et je voudrais vous voir ». Il était au lac de Garde à Benaco. J'ai dit « Écoutez, là maintenant on est un peu fatigué. Est-ce que nous pourrions nous voir demain ?» Et non, malheureusement, je pars demain matin. Bon, parce que vous savez, je voudrais faire enregistrer les concertos pour flûte de Vivaldi avec Jean-Pierre Rampal. Alors, il avait encore le téléphone dans la main et j'y étais déjà. Donc, leur collaboration aux deux orchestres est évidemment extrêmement fructueuse jusque dans les années 80. Alors, je vais donner quelques chiffres parce que sur le plan sociologique, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ces productions pouvaient être aujourd'hui, paraissent complètement démesurées par rapport à ce que évidemment, le marché du disque s'est effondré, etc., etc. Mais en termes de chiffres, c'est très impressionnant. Pour faire ces discographies raisonnées, on pourra parler de méthodologie si on a le temps, si ça vous intéresse évidemment. J'ai tenu compte des enregistrements faits par les deux orchestres, orchestre de chambre Jean-François Paillard et ensemble instrumental Jean-Marie Leclerc, bien sûr, inclus, et I Solisti Veneti, dirigés par leur fondateur ou d'autres chefs d'orchestre, pour Erato. Uniquement les enregistrements originaux, c'est-à-dire je ne me suis pas intéressée aux rééditions, donc c'est vraiment des enregistrements originaux dont on va parler. L'orchestre de Jean-François Paillard grave pour Erato 203 disques originaux correspondant à 167 enregistrements. Un enregistrement pouvant être constitué de plusieurs disques. Je suis claire ? Oui. Entre 1953 et 1984. Cette production correspond à une moyenne de 6,5 disques par an. Mais l'orchestre dépasse plusieurs années le chiffre de 10 disques par an, allant jusqu'à 14 disques en 1961. On les voit ici. Un tiers de ces disques, donc le nombre de disques en bleu total, et en rouge, la ligne correspond au nombre d'enregistrements partiellement ou totalement inédits, d'œuvres inédites au répertoire discographique. Donc un tiers en tout, au moins, est inédit au répertoire discographique. I Solisti Veneti enregistre 119 disques, qui correspondent à 85 enregistrements, pour Erato, parus entre 1967 et 1989, soit 5 environ disques par an, un peu plus faible, atteignant 9 disques en 1974 et 1976, mais là, plus de la moitié, partiellement ou totalement inédits au disque.
Bon, alors, je passerai la citation, mais c'est quand même important de le souligner. Ils enregistrent pour le français 511 œuvres, pour l'italien 430 œuvres, toutes de compositeurs hommes. Aucune femme compositrice à leur répertoire. Et donc, évidemment, maisons de disques et interprètes n'échappent pas à cette occultation des femmes dans l'histoire de la musique qui commence tout juste à être levée. Alors là, vous voyez la comparaison par période. En rouge, pour les deux orchestres, le pourcentage de musique consacré aux œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc c'est vraiment le cœur de répertoire pour les deux orchestres. En vert, le répertoire 19e. En violet, le répertoire 20e. Donc il ne se consacre pas uniquement au répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, ça, mais on va le voir tout à l'heure. En bleu, pour l'orchestre français, grosso modo, schématiquement, musique concertante en bleu, musique orchestrale non concertante, disons, en rouge, et musique vocale en vert. Donc, pour les deux orchestres, ça c'est pour Claudio Scimone et Isolì Stivenetti, pour les deux orchestres, énormément de répertoire concertant, puisqu'évidemment, ils enregistrent énormément de concertos avec les grands solistes qui enregistrent pour la firme de disques. J'ai mentionné Marie-Claire Alain, Jean-Pierre Rampal évidemment, Maurice André, Pierre Pierlot au bois et un certain nombre d'autres qui constituent cette équipe. Alors ça, donc je vous présenterai très rapidement le répertoire uniquement des XVIIe et XVIIIe siècles, on n'aura pas le temps d'approfondir le reste. Ça, c'est le répertoire de l'orchestre français. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'enregistrements de musique française, beaucoup de concertos, toujours les mêmes couleurs, en bleu, la musique concertante, en rouge, la musique orchestrale, et en vert, la musique vocale. Donc on trouve évidemment toute cette musique concertante, beaucoup de musique italienne, beaucoup de musique allemande, autrichienne, évidemment avec Mozart, Bach, en Italie plutôt Vivaldi, Corelli, mais aussi beaucoup de Torelli, puisque Jean-François Paillard a mené des recherches à Bologne et qu'il a évidemment un gros répertoire pour trompette. Voilà. Et donc, le répertoire français, là, beaucoup d'œuvres sacrées vocales qui ont marqué l'histoire des Ratto. Alors, la comparaison avec le même tableau pour l'orchestre italien est extrêmement parlante, puisque l'orchestre italien n'enregistre pratiquement que de la musique italienne. Donc on a un rapport au patrimoine national qui est extrêmement différent pour les deux orchestres. Évidemment, c'est pas propre à ces deux orchestres-là, et c'est vraiment on retrouve ces schémas-là pour d'autres orchestres français et pour d'autres musiciens italiens. Donc l'exploration, Scimone va explorer de manière systématique tout le catalogue de Vivaldi. Donc évidemment, ils enregistrent l'intégrale des opus édités de Vivaldi, mais aussi d'Albinoni. Donc ça, je passe. Et surtout, il a marqué un peu l'histoire du disque avec l'enregistrement du premier opéra de Vivaldi, l'Orlando Furioso, en 1978, qui est la première pierre vers la redécouverte de l'œuvre lyrique du compositeur. Il travaille énormément aussi à la redécouverte de Tartini, donc compositeur padouan, dont on libère les archives en 1972, et donc il y aura l'Accademia Tartiniana qui va rééditer les partitions, le Festival Tartini qui va jouer les concertos, etc. En conclusion, ces discographies des deux chefs montrent la grande majorité, évidemment, consacrée aux œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles français, italiens, principalement. Une production très intense par rapport aux autres... Ah oui, le répertoire commun aux deux orchestres est très faible. Donc ça montre encore l'intelligence de Michel Garcin dans sa constitution de la ligne éditoriale. Il garde des spécificités pour les deux orchestres et pour les autres orchestres d'ailleurs qui enregistrent pour eux. 47 œuvres seulement en commun. Donc vraiment, le répertoire du Vivaldi, c'est Claudio Scimone, etc. Bon. Et puis surtout, une production très intense par rapport à d'autres orchestres. Donc là, vous avez pas mal d'orchestres français. Donc ça, c'est des chiffres qui ne sont pas parlants en eux-mêmes, mais ça montre, c'est une recherche dans le catalogue général de la BNF
en nombre de résultats, édition, réédition, tout confondu, tout ce qui sort pour les noms des orchestres. Donc on voit que Jean-François Paillard a une production discographique beaucoup plus intense que la plupart de ses autres contemporains. Il en va de même pour I Solisti Veneti, devancé par I Musici, bien sûr, qui enregistre pour Philips et qui sont l'autre orchestre qui redécouvre Vivaldi, Philips, Serrato, I Musici, I Solisti Veneti. Ces deux orchestres sont diffusés de manière à grande échelle dans le monde entier. J'ai pas de chiffres de vente extraordinaires, mais en 1980, dans les années 80, je sais plus 80 et quelques, il y a un disque sorti en hommage à Jean-François Paillard pour le 5 millionième disque vendu. Donc on parle en termes de millions de ventes. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que si aujourd'hui on en a une image très décriée, c'est vrai que c'est des interprétations qu'on n'écoute plus tellement aujourd'hui du tout. Et on trouve très peu de traces de ces ensembles dans les ouvrages qui traitent de la redécouverte des musiques anciennes. Quand on se penche sur la réception de l'époque, on voit que les avis étaient totalement différents et l'analyse de la presse renseigne beaucoup sur l'évolution des goûts durant cette période-là. Alors, j'ai pas le temps de vous montrer, mais j'ai dépouillé des articles de presse qui montrent que les avis étaient très positifs et se dégradent évidemment au fil du temps, mais ils obtiennent un nombre de grands prix du disque impressionnant. J'en ai recensé, alors évidemment c'est pas exhaustif, mais j'en ai recensé une trentaine pour Jean-François Paillard, une quinzaine pour l'orchestre italien, mais sans doute parce que c'était plus difficile, moins relayé peut-être dans la presse française, mais au moins une quinzaine. Je pourrais vous montrer la liste si vous voulez, si ça vous intéresse, qu'on ait quand même l'échange pour 2-3 questions. Voilà, une collaboration tout à fait fructueuse entre une maison de disques et ses interprètes. Merci beaucoup. Merci Claire. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.